17h39 sur les ondes de RTCI. Vous écoutez toujours Campus et je suis heureux d'accueillir au téléphone comme d'habitude Majdi Ayari. Majdi Ayari, bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir à tous nos auditeurs. Alors ce soir, tu vas nous parler du cerveau et le cerveau apprend aussi en inhibant. C'est ainsi que vous avez intitulé votre chronique ce soir. Alors Karim, comme c'est la période des examens, c'est la période des devoirs, donc vous aurez un petit devoir à résoudre aujourd'hui. D'accord. Alors, le sujet est le suivant Karim. Donc quel est le plus lourd? 1 kilo de fer ou 1 kilo de coton? C'est le même poids, je crois. Effectivement, vous avez bien compris, voilà, vous avez gagné, vous avez réussi. Ça ne m'étonnerait pas, vous suivez ma rubrique depuis quelques mois, c'est normal. Voilà. Exactement. Alors, en fait, justement, c'est un exemple là pour vous dire en fait que dans notre cerveau, il y a des mécanismes qui sont là, qui sont installés. Et ces mécanismes nous empêchent donc je dirais, d'avoir de la logique lorsqu'on résout des problèmes. Et ces mécanismes-là, pour pouvoir les écarter et mettre en valeur notre logique, il y a un mécanisme au sein du cerveau qui s'appelle donc l'inhibition en fait. Donc l'inhibition est une forme de contrôle cognitif qui permet au sujet de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions ou aux interférences et de s'adapter aux situations complexes en favorisant un raisonnement logique. Alors, le principe donc d'inhibition ou du contrôle cognitif, au fait, ça a été travaillé par le chercheur Olivier Houdet, au fait, qui travaille beaucoup sur ce principe-là et qui était très utile dans le monde de l'éducation. Alors, certaines situations scolaires sont source de conflits cognitifs entre deux savoirs, des connaissances nouvelles interférant avec des connaissances anciennes. Pour surmonter ce conflit, l'élève doit inhiber la stratégie apprise antérieurement, devenue inefficace au bénéfice d'une nouvelle stratégie pertinente. Cela est très fréquent, surtout en bas âge. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce conflit cognitif? Alors tout simplement, je commence par vous donner un exemple lorsque l'enfant commence à apprendre à compter. Alors, il suffit de lui montrer deux rangées de jetons, en fait. Donc, 2 rangées de jetons. Une première lignée ou une première rangée contenant 5 jetons et une deuxième lignée contenant les 5 jetons, mais qui sont espacés. Et donc, il y a plus d'espace entre les 5 jetons que ceux de la première rangée. Alors, pour l'enfant, il y a plus de jetons sur la deuxième rangée que sur la première, car il confond entre nombre et longueur. Donc là, c'est une situation donc de conflit cognitif et comme je dirais cette capacité d'inhibition, donc il n'est pas encore très développé chez les enfants, donc ils n'ont pas la capacité de favoriser la logique par rapport aux automatismes déjà donc acquis. C'est pareil aussi lorsqu'un élève dont la phrase « je les mange » a tendance à mettre un S au verbe manger alors qu'il est conjugué à la première personne du singulier. Mais le fait d'avoir les, donc LES, cela envoie l'élève vers les mots en pluriel, ce qui l'amène à ajouter un S. Donc systématiquement, dans l'esprit, dans le cerveau de l'enfant, dans ses automatismes, dès qu'il voit les, il ajoute systématiquement un S au mot qui va suivre. Alors, dans cette situation-là, ce n'est pas qu'il ignore la règle de conjugaison, mais tout simplement, il éprouve des difficultés à inhiber l'automatisme après les « je mets » systématiquement un S. Alors, la tentation est sans doute ici trop grande en raison de la proximité du terme ou du mot « les » avec le verbe dans la phrase. Ces 2 exemples donc donnés pour tout ce qui est calcul et pour la conjugaison illustrent des situations scolaires de conflit cognitif entre 2 savoirs, entre 2 règles en compétition. Cela donc montre que notre cerveau se trouve entre 2 systèmes. Celui qui a tendance à être réactif en se basant sur ses acquis antérieurs et le deuxième système qui réfléchit avant de réagir. Alors justement, comment ces 2 systèmes de réflexion réagissent ensemble? Alors, si tu permets Karim, je reviens aux travaux de recherche d'Olivier Houdet, donc que je citais au départ.
qui parle de la théorie du développement cognitif. Alors, il faut bien comprendre que le cerveau de l'enfant, ainsi que celui de l'adulte d'ailleurs, fonctionne avec deux types de stratégies pour résoudre les problèmes, l'heuristique et l'algorithme. Alors, l'heuristique, en fait, est une logique rapide et intuitive et qui n'est pas gourmande en énergie par rapport à notre cerveau. Et donc, le cerveau, il a tendance à y aller vers cette logique-là. C'est le cas, par exemple, de l'association de la longueur de la rangée ou au nombre, comme cité précédemment. Par contre, l'algorithme, donc le deuxième système, demande un effort cognitif et une analyse, mais conduit généralement au bon résultat. Une réflexion plus importante. Exactement, exactement. Donc cela veut dire, et par rapport toujours à notre exemple de comptage de jetons, donc cela nous mènera à compter les jetons indépendamment de la longueur des rangées. Notre cerveau fonctionne donc soit selon le mode heuristique, soit selon le mode algorithmique. Donc, et on peut alterner les deux, hein. On peut alterner les deux. On peut alterner les deux, effectivement. Alors, dans certains cas, le mode heuristique donc, est tellement rapide qu'il nous empêche d'être logique et rationnel. Et donc, un troisième système doit intervenir pour résister au système heuristique et favoriser le système logique. Il s'agit donc de l'inhibition. Donc l'inhibition essaye de bloquer des automatismes de pensée issus du système heuristique et favoriser l'application de la logique. Voilà, donc pour résumer, je dirais donc ce troisième système d'inhibition, il se développe tout au long de notre vie, permet d'inhiber des stratégies déjà existantes qui entrent en compétition avec un raisonnement logique dans notre cerveau. Alors pour expliquer tout ça, donnons l'exemple de l'apprentissage de l'addition et de la soustraction en classe primaire. Supposons que Ali a 25 billes, il a 5 billes de plus que Samy. Alors, combien Samy a-t-il de billes? Alors, ce problème, il est très fréquent chez les enfants, hein, donc dans les, je dirais, en bas âge, lorsqu'ils commencent à calculer, lorsqu'ils commencent à distinguer entre addition et soustraction. Alors, le problème ici, je dirais, les automatismes qu'il a dans son cerveau, c'est le fait de dire plus. Lorsqu'on dit il a plus de billes que Samy, ça veut dire le mot plus renvoie systématiquement à l'addition. Voilà, l'automatisme, c'est vraiment d'additionner 25 et 5. Et de répondre très rapidement 30. Oui. Exactement. Donc fréquemment, l'élève ne parvient pas à inhiber l'automatisme implicite et il y a le mot plus qui renvoie vers l'addition. Alors que dans ce cas-là, il s'agit de soustraire 5 de 25 pour obtenir la bonne réponse qui va. Cela veut dire que l'automatisme et donc le système heuristique lui pousse à associer le mot plus à une addition. Alors que la logique, c'est plutôt l'inverse dans ce cas-là. Donc l'inhibition servira alors à désactiver l'usage de l'heuristique et favoriser l'usage de la logique. Notons aussi que sur le plan de l'anatomie de notre cerveau, le système inhibiteur est la région du cerveau qui se développe le plus tardivement et le plus lentement. C'est pour cela que les enfants, comme les adultes, ont des difficultés à inhiber. Non, mais justement, dans ce cas, comment pouvons-nous aider l'apprenant à gérer ce conflit entre l'acquis, des automatismes, et le raisonnement logique plus vrai, disons. Exactement. Voilà. Moi, je dirais, le point de départ, c'est que nos enseignants comprennent ce problème, chose qui n'est pas acquise forcément, et distinguent entre les deux systèmes de pensée. Cela veut dire, lorsque l'enfant fait des erreurs, ce n'est pas forcément qu'il ne maîtrise pas le concept, mais plutôt qu'il est incapable d'inhiber les mécanismes acquis. Donc, le premier point de départ, c'est d'expliquer cela aux enseignants, dont la plupart ne sont pas encore au courant de cet aspect. Alors, tout d'abord, il faut que l'enseignant commence par détecter les situations nécessitant une attention particulière et donc nécessite d'activer le système d'inhibition et de l'apprenant. Dans ce cas précis, il veillera à pousser l'apprenant à avoir un raisonnement logique tout en lui expliquant qu'il faut faire attention aux mécanismes acquis. Deuxième conseil, de fait, les exercices à risque, c'est-à-dire qui nécessitent une certaine inhibition, doivent être répétés à plusieurs reprises pour que le mécanisme erroné installé déjà dans le cerveau de l'apprenant puisse céder la place à la logique grâce à l'inhibition
répétitif. Donc là, en fait, il faut déjà alerter l'apprenant qu'il y a un risque et donc l'inciter à vraiment donc être vigilant et faire beaucoup de répétitions. Il faut aussi apprendre aux élèves de prendre le temps de réfléchir avant de répondre rapidement. L'essentiel est de répondre correctement plutôt que rapidement. Rapidement, ouais. Voilà, effectivement. Donc, de même, il est important dans des situations qui nécessitent une certaine inhibition de la part des élèves que l'enseignant les alerte explicitement en leur disant « attention, il y a un risque de se tromper ». Et donc, il essaye d'inhiber les mécanismes pour pousser l'apprenant à réfléchir. Il y a un cas qui est très fréquent lorsqu'on utilise, et ça c'est certainement les enseignants de mathématiques, lorsqu'ils enseignent les nombres décimaux, c'est une situation qui est très fréquente. Et d'ailleurs, les parents s'arrachent les cheveux pour expliquer ça à leur enfant, lorsqu'on demande à un élève de comparer 4,5 à 4,360. Donc pour un élève, le 360 est plus grand que 5. Et donc, il a tendance à avoir recours à une heuristique qui compare la partie décimale, donc après la virgule, comme étant une partie de chiffre à part. Alors qu'il fallait lui expliquer qu'après la virgule, ce n'est pas la totalité de la partie décimale à prendre en considération, mais plutôt le chiffre qui suit juste la virgule, donc après la virgule. Donc, bien que 360, donc dans notre cas, on parle de 4,360, est plus grand que 5, lorsqu'on parle de 4,5, mais il faut savoir, dans ce cas-là, arrêter le mécanisme, parce que ce mécanisme-là ne s'applique pas dans cette situation-là, et donc 4,5 est plus grand que 4,360. Ouais. Voilà, exactement. Donc il est important de renforcer le mécanisme d'inhibition en refaisant le même exercice, donc à plusieurs reprises, pour que l'élève développe plutôt sa logique et qui prendra la place, donc tout doucement, du raisonnement heuristique grâce au mécanisme d'inhibition. Alors la capacité d'inhibition peut être améliorée aussi en famille, et cela grâce à plusieurs jeux qui sont connus pour ça. Alors par exemple le jeu ni oui ni non, d'accord ? Je suis nul à ce jeu-là, moi. Voilà, donc là, vous avez un problème d'inhibition. Voilà. Donc, qui invite l'enfant à inhiber l'usage des deux mots oui et non dans leur réponse. Dans ce jeu, la capacité de contrôle inhibiteur de l'enfant est directement sollicitée, inhiber une réponse préétablie pour en activer une nouvelle. Alors, il y a un test aussi que les psychologues font justement pour pouvoir détecter les problèmes d'inhibition. En fait, c'est le test de Stroop. Alors, ce test-là est considéré comme l'un des tests les plus sensibles dans l'appréciation des capacités inhibitrices. Pour ce test, les sujets devaient identifier la couleur d'un mot sans lire le mot lui-même. Ainsi, le temps de réaction, en d'autres termes, le temps nécessaire à l'identification de la couleur avec laquelle le mot est écrit, est beaucoup plus long lorsque le mot est incongruent. Ça veut dire, si vous prenez le mot bleu, mais vous l'écrivez en rouge, d'accord? On utilise l'encre rouge pour écrire le mot bleu. Donc, lorsque vous prononcez ce mot-là, vous mettez plus de temps que lorsque vous écrivez, par exemple, le mot bleu avec l'encre bleue. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, l'importance de la couleur par rapport à l'écriture ou par rapport au texte. Voilà, pour moi, le mot, tant que c'est écrit en bleu, pour moi, mon cerveau, le mécanisme qui est là, il va dire, tiens, bleu, bien que le mot écrit, c'est rouge. Et donc là, c'est des mécanismes qui s'installent et c'est un test qu'on le fait d'ailleurs aux enfants et même aux adultes d'ailleurs. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce système d'inhibition, donc il se développe lentement et on a même des adultes qui souffrent de manque de capacité de contrôle cognitif. Donc on utilise ce test-là pour essayer donc de tester ces capacités-là. Alors pour finir, je dirais quand même que les travaux du chercheur Olivier Houdet, parce que c'est un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur ça, sur l'inhibition cognitive, chez l'apprenant, nous a montré que l'erreur peut venir d'une non-maîtrise de notions, mais aussi des automatismes acquis et dont l'apprenant n'a pas forcément la capacité de les inhiber. Maintenant, reste à savoir comment cela doit être transmis à nos enseignants pour qu'ils puissent les intégrer dans leur méthode
d'enseignement. Et oui, la problématique reste aussi la formation de nos enseignants. Merci énormément, Mejdi Ayari, notre consultant éducation. Merci beaucoup pour cette chronique de ce soir intitulée Le cerveau apprend aussi en inhibant. Merci énormément et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.